Tu veux me soutenir financièrement? Ça tombe bien alors, ma page Utip est active. Spectaculaire, renversant. Regardez cette beauté, c'est magnifique, il y a mes publications Twitter, il y a des super images, c'est super joli. Si t'es pauvre, comme moi, tu peux regarder des pubs et sinon tu peux donner du vrai argent. Et oui, c'est génial. Alors si tu veux m'aider, tu peux t'abonner à ma page Utip pour me soutenir, c'est rapide et c'est facile. Des bisous. Marignon 1515. Bien, un point pour la lèche-botte. Et chez quoi? Bon, alors déjà c'est une bataille, hein. Et puis bon bah il y a François Ier et il y a l'Italie aussi. Et il a gagné? Bon, eh bien on va revoir tout ça, hein. Marignan 1515, la date modèle que tous les élèves retiennent sans savoir ni à quoi cela correspond, ni pourquoi ils s'en souviennent, à part que c'est facile à retenir bien entendu. Alors maintenant, on va reprendre tout ça depuis le début. Le 25 janvier 1515, François Ier succède à son cousin, Louis XII, et comme tous ses prédécesseurs, il est obsédé par l'Italie. Charles VIII et Louis XII avaient déjà effectué plusieurs campagnes en Italie et donc certains territoires appartenaient au royaume de France. En 1480, la maison d'Anjou lègue le royaume de Naples à Louis XI et puis Charles VIII. Louis XII réussit à conquérir le territoire de Milan et ce jusqu'en 1512 où toute l'Europe va se liguer contre lui. La France perd donc ses terres et François Ier va les revendiquer. Dans son objectif de reconquérir l'Italie, François Ier va signer plusieurs traités de paix avec plusieurs duchés italiens, à part Maximilien Sforza, le duc de Milan, qui refuse de donner son duché, et pour se défendre contre la France, il va s'allier avec les Suisses et avec le pape. François Ier, qui n'est pas très content, va mener plusieurs expéditions, et ce, en juillet, en août et en septembre 1515, où a lieu la bataille de Marignan. Il va donc affronter les Milanais et les Suisses. Ah non, les Suisses ils sont neutres. Non. Au début du XVIe siècle, les Suisses mènent la guerre pour leur propre compte, ou alors en Italie du Nord. Au début, ils étaient du côté de Charles VIII, puisque c'est grâce à eux qu'il va gagner le duché de Milan, ainsi que le duché de Venise. Sauf que le roi de France ne va pas tenir sa promesse et ne va pas donner la solde qui avait été fixée en échange des mercenaires suisses. Et donc ces derniers vont changer de camp. Les Suisses sont des soldats connus et très redoutés. Leur infanterie est d'une qualité supérieure, puisque combattre dans les montagnes ce n'est quand même pas très évident. Et ils se battent également avec des piques, à la manière d'Alexandre le Grand. Alors comme diraient les jeunes, les Suisses, ils pêchent dans le game. Mais François Ier n'est pas bête, il ne les sous-estime pas et va regrouper le maximum de ses hommes pour pouvoir mener ses expéditions en 1515, traverser les Alpes et faire capituler le duc de Milan. La France va donc réussir à contourner la position des Suisses au niveau du passage de Montcenis, et ce malgré quelques difficultés. Et là, les Suisses ne savent pas du tout comment prendre leur arrivée, puisqu'à cette époque-là, ils sont composés de plusieurs chefs et de plusieurs cantons. Alors certains ont peur des Français, d'autres ne veulent juste pas attaquer, d'autres encore voudraient attaquer parce qu'ils ont peur de l'annexion de la Suisse si le royaume de France conquiert le royaume de Milan, et certains ne veulent tout simplement pas soutenir le duc de Milan et sont plutôt du côté de la France. Bref, c'est le bazar et François en profite pour s'installer à côté de la ville de Melegnano, Marignan. Et les contingents suisses qui ne sont pas partis restent pour l'attaquer. Le 13 septembre, la bataille commence. L'armée milanaise est alors composée de 22 000 piquiers et arquebusiers suisses contre 35 000 des meilleurs fantassins français. Le combat est très violent et malgré leur sous-nombre, la Suisse arrive à atteindre la ligne française avant que les combats ne cessent à la tombée de la nuit. Et là, vers 8 h du matin, Venise arrive, sauve la France et les Suisses sont obligés de se replier. Le soir, l'armée milanaise et suisse compte entre 9 000 et 10 000 morts, tandis que la France en compte entre 5 000 et 8 000. Bref, ce fut une bataille bien sanglante. Mais la France gagne et signe le Concordat de Bologne avec le pape, et il sera valable jusqu'à la Révolution. Et le roi a alors un très grand pouvoir, parce qu'il peut nommer tous les clercs, archevêques, évêques, cardinaux, etc. Et le pape ne peut seulement que confirmer ses choix. Et la Suisse et la France font bons amis, puisqu'ils signent le traité de paix perpétuel de Fribourg, qui sera valable jusqu'en 1798, et puis de toute façon, entre-temps, la Suisse votera sa neutralité, et elle sera effective au XVIIe siècle. Ouais bon c'est pas fifou non plus hein.
En effet, on peut se poser la question de pourquoi c'est une date aussi importante. Eh bien c'est parce qu'une légende s'est créée autour de la bataille de Marignan, et ce, dès la victoire du roi. On la raconte sur les places publiques, dans les prêches d'église, on raconte même que le roi s'est fait adouber par Bayard sur le champ de bataille, alors qu'évidemment c'est un mythe, puisque le roi, sans grand étonnement, s'est fait adouber lors de son couronnement. Ce fut la première grande gloire du roi. Il n'avait alors que 21 ans, ce fut le symbole d'un roi guerrier, victorieux, et malgré ses autres défaites durant tout son règne, eh bien, on racontera encore la belle victoire de Marignan sur son tombeau. À la Révolution, bien sûr, on oublie vite la date de 1515, et au XIXe siècle, on la trouve stupide, onéreuse et inutile. Mais c'était sans compter l'arrivée de Louis XVIII et de la Restauration qui vont bien évidemment redorer l'image de la monarchie. Et quoi de mieux que d'utiliser l'image de François Ier, initiateur de la Renaissance et la grande victoire de Marignan. Louis-Philippe en fera d'ailleurs un très grand tableau, encore visible dans la galerie des batailles à Versailles. Et dans les années 1880, la France doit se remettre de sa grosse défaite contre la Prusse et a donc besoin d'images fortes pour ses écoliers. Et c'est là que Marignan est enseigné à l'école. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on n'aime plus trop enseigner les guerres dans les programmes scolaires. Étonnant. Dans les années 1960 et toute la reconstruction du programme scolaire, on préfère se concentrer sur l'Union européenne et sur l'histoire de la communauté au lieu des gloires de la France. Et dans les années 1970, il y a la décolonisation. Cet effet va donc se renforcer, et au lieu de parler des grandes batailles de François Ier, on préfère parler à la Renaissance de l'art de Vinci. Et puis aujourd'hui, bon bah c'est un petit mix quoi. Alors Marignan 1515 ? Eh bien, ce fut une bataille qui affrontera François Ier et le duc de Milan, puisque François Ier voulait reconquérir ces terres italiennes, et malgré de lourdes pertes, eh bien, ce fut la première grande victoire du roi. On s'améliore. Vous aurez donc compris pourquoi on se rappelle de 1515, mais qu'on ne comprend pas à quoi cela correspond. Ce fut une grande bataille pour la France, signe des guerres d'Italie et de la Renaissance, qui fut un grand outil de mystification française, mais par la suite qui fut délaissé dans les manuels scolaires, puisque on ne voulait plus trop s'intéresser aux grandes guerres de la monarchie française. Mais maintenant, vous pourrez enfin vous la péter en soirée, puisque vous saurez à quoi correspond Marignan 1515. Et je pense que mon travail est terminé. Terminé, terminé? Oui, je pense qu'il est pour moi temps de tirer le rideau, puisque j'ai beaucoup aimé être sur cette chaîne, mais voilà, je pense avoir fait le tour des sujets. Il est peut-être temps pour moi de m'absenter, et là, définitivement ou temporairement, de cet endroit. Enfin? Enfin, tu te barres! Ça fait 4 ans que j'attendais ça! Ah oui! Et il fallait que je vous dise quelque chose. Je suis juste un personnage que tu as créé dans ta tête. Alors j'ai essayé de faire une conclusion à la Mathieu Sommet, mais je pense que vous avez deviné, c'est raté. Je suis pas la meilleure en termes de scénario, et c'est entre autres pour cette raison que j'arrête avec Béatrice. Alors c'est un personnage qui est quand même très vieux, qui est apparu il y a plusieurs années sur ma chaîne, qui est à la fois très apprécié mais aussi très déprécié, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas son accent, ce que je peux tout à fait comprendre, mais c'est surtout qu'en fait j'ai un peu fait le tour des sujets. Je trouve que c'est un personnage qui s'essouffle un peu même si je l'aime bien, et voilà, je me suis dit pour l'instant on va peut-être faire une pause avec Béatrice, puis peut-être que, qui sait, un jour, elle reviendra. En tout cas pour l'instant, dites-vous que elle prend ses vacances. Alors comme je l'ai signalé dans ma dernière vidéo, je vais faire un vlog en début d'année prochaine pour pouvoir un petit peu expliquer les nouveaux changements de 2020, puisque Béatrice ne sera pas seule. Voilà, il y a des choses qui vont apparaître, qui vont disparaître, voilà. Et évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, ça sera peut-être l'occasion de faire une mini-fac, puisqu'il y en a qui me l'ont demandé. Voilà, posez vos questions sous cette vidéo, puis je vais essayer d'y répondre s'il y en a dans le vlog, mais dans tous les cas, vous aurez quand même déjà pas mal d'informations début janvier. Et puis voilà, ne vous inquiétez pas, je continue la chaîne. De toute façon, d'ici 2020, je vous souhaite évidemment de très bonnes vacances et de très belles fêtes pour ceux qui peuvent en profiter. Et puis, je vous retrouve pour une nouvelle année de changement. Ciao!